on parle régulièrement de vibrer plutôt que planifier, c'est un de nos mantras, quoi. Donc pendant très longtemps on a planifié, maintenant on planifie plus, et on se concentre plutôt sur ce qu'on vibre, plutôt que sur l'impact de ce qu'on peut avoir vibratoirement, plutôt que ce que notre tête est capable de construire. Et la danse, c'est vraiment un mot de ce monde-là, du vibrer plutôt que planifier. Du coup, ouais, j'ai l'élan de dire que bientôt le tour avec moi se termine, mais simplement, je voudrais faire un crochet du côté de toi qui regarde cette vidéo pour te dire que, évidemment, j'ai pensé à aborder avec Nicolas le sujet des émotions chez les hommes, mais je savais, en ayant suivi déjà ses apparitions, que plutôt que d'en parler, on allait le vivre. Et donc, du coup, c'est ce qui vient de se passer. Donc, on va pas aborder le sujet parce qu'en fait, on l'a déjà abordé sans le nommer. Ce qui fait qu'un homme a le droit de ressentir des émotions et on a eu une belle démonstration, je te remercie pour ça, d'incarner ça, cette autorisation-là. Ouais, on peut quand même en dire un petit mot, hein. Effectivement, donc, moi j'ai grandi dans un monde dans lequel l'émotion n'est pas très bienvenue. J'ai pas trop reçu le truc, un garçon ça pleure pas, mais en général dans ma famille on ne pleure pas en fait, garçon, enfin homme ou femme. Euh, la joie est bienvenue, mais sous certaines limites, ou la colère n'est pas très bienvenue, la tristesse pas très bienvenue non plus, enfin ça se fait en catimini, en cachette, quoi. La peur, moi la peur on avait droit, dans ma famille, la peur avait carrément voix au chapitre. Euh, mais tout ça, c'était subi plutôt que choisi. Voilà. Donc petit à petit, ça s'apprend en fait d'accueillir ses émotions. Pour moi, moi j'ai la croyance qu'une émotion est faite pour envoyer un message en fait, et que tant que le message, euh, tant qu'il n'y a pas eu d'accusé de réception du message, l'émotion sera envoyée jusqu'à ce qu'il y ait un accusé de réception, et que c'est comme ça que fonctionne le corps. Euh, voilà, du coup, j'ai appris à accuser réception de l'émotion. Du coup, à l'accueillir et puis à pas me laisser non plus envahir par une émotion. Euh, Voilà, donc là, intéressant de prendre l'exemple. Donc là, il y a plusieurs émotions qui sont très différentes qui m'ont traversé, qui se sont manifestées par des pleurs. Euh, euh, J'étais à peu près au clair en fait sur le message à chaque fois, même si extérieurement c'était la même manifestation, c'était très différent. Il y avait vraiment de la joie, il y avait de la tristesse, il y avait de la connexion, il y avait peut-être même de la libération. Les pleurs sont un process de libération, comme une gazelle qui tremble. Quoi. Les pleurs, c'est la première étape de la gazelle qui tremble, si on veut, pour aller enfin, faire en sorte que le corps se libère de ce qu'il a imprimé et encaissé et retenu pendant très longtemps. Donc là, je sais pas exactement ce que j'ai libéré, mais il est probable que j'ai libéré un truc. Vu ce que je ressens au niveau d'énergie, il est probable que j'ai libéré un truc. La plupart du temps, c'est pas très clair, en fait, sur le coup. Puis je constate quelques jours, semaines plus tard, ah, mais oui, c'est ça, en fait. Ah, mais là, il y a un nouveau terrain que je peux explorer, alors qu'avant, je pouvais pas. C'est sans doute ça qui a été libéré. Super. Voilà, bienvenue aux hommes dans le monde des émotions. Vous avez Mhm. l'élan d'explorer. Je trouve qu'il est beau, ce monde. Il est puissant. Ouais, carrément. Merci pour ça et pour toute la discussion qu'on vient d'avoir. Je voudrais savoir si pour toi il manque quelque chose d'essentiel au sujet qui nous occupait aujourd'hui, qui est excessivement large. De toute façon, on n'en fera jamais le tour. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te semblait important qu'on n'a pas abordé concernant ce sujet-là? Hmm. Euh, il me vient un truc autour du féminin dans l'homme. Mhm. Être un homme, pour moi, enfin, en tout cas, dans la manière avec laquelle je suis un homme complet aujourd'hui, j'accueille ma part féminine. Enfin, moi, j'ai la croyance que l'homme inclut du féminin et du masculin, du féminin sacré et du masculin sacré, et que la femme inclut du masculin sacré et féminin sacré, pas dans les mêmes proportions, du coup, mais en tout cas, qu'il y a les deux à chaque fois. Euh, et, et je vois bien que j'ai fait un chemin, sans trop savoir comment je le faisais d'ailleurs, mais enfin, ce fait d'accueillir les émotions, euh, de prendre soin de moi, d'apprendre à m'aimer tel que je suis, y compris avec mes parts blessées, un cran de plus à chaque fois, jusqu'à m'aimer complètement, inconditionnellement, etc. C'est très féminin ça, et c'est cool, enfin, et cette part avait besoin d'être nourrie.
Euh, euh, voilà, oui, il y a ça dans pour moi dans le être un homme et le choisir cette part féminine. Choisir sa juste place. Choisir quand elle est convoquée, quand elle n'est pas convoquée. Il y a eu ce travail-là. Je sais pas trop comment j'ai fait en fait, mais je sais que ça a eu lieu. Et en pente douce, petit à petit. Il y avait ça qui me venait. Ouais, c'est ça le truc qui m'est descendu là. Pouf. Tiens, Ok, il y a ça aussi. ça marche. Hmm. Je te propose un petit jeu rapide avant de passer la main à Gaëtan qui a écouté tout ce qu'on s'est dit et qui Vas-y. viendra jouer un peu avec toi. Ouais, avec En plaisir. gros, c'est des questions rapides. Donc en gros, c'est vraiment ce qui te vient spontanément sans étayer pour voir ce qui sort maintenant. Hmm. Nicolas, c'est quoi pour toi le libre arbitre en quelques mots? Ouh. Le libre arbitre, c'est ce qui, en quelques mots, complète les informations que le futur est en mesure de m'envoyer sur les théories de mon joyeux géant Philippe Guillemot. Voilà, les décisions que je prends sont nourries de la rétro-influence du futur sur le présent et de mon libre arbitre. Ça répond pas à Hmm. la question, mais c'est ma réponse. Mais c'est très très bien comme ça. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Ouf. Première réponse, rien. Deuxième réponse, identifier et dissoudre, c'est pas me laisser. Hmm. Slash activer sa part souveraine, ce qui est l'autre facette de la même pièce. C'est quoi pour toi l'objectivité? L'objectivité, c'est d'être conscient des limites de son aquarium. Voilà. Si elle existe. Voilà. Enfin, si l'objectivité existe, elle passe par le fait d'être conscient des limites de son aquarium, mais c'est pas la définition de l'objectivité. Enfin, c'est autour de ça. Plaisir. Si tu devais me peindre un tableau de la pire situation pour toi, ça ressemblerait à quoi? La pire situation pour moi, euh, ah si, il y a un truc dont j'ai pris conscience, on habite dans la montagne là, et il y a un rongeur qui est venu s'installer chez nous. On a découvert qu'il y avait un rat qui était installé dans notre cuisine. Je vois que ça m'a bien activé cette affaire-là. Il y a plein de bestioles avec lesquelles je me suis réconcilié, mais visiblement pas les rongeurs, pas chez moi, pas sous mon toit. Il y a un truc hyper archaïque là-dedans. Donc le pire tableau qui soit, bah, c'est des rats partout dans ma cuisine. Voilà. Je pense que c'est ça. Merci. C'était hyper intéressant d'aller voir ce que ça activait chez moi. Si tu devais au contraire justement me faire un tableau avec le bonheur pour toi, ça ressemble à quoi? Il y aurait quoi sur ce tableau? Oh, bah, il y a là, chez nous, ici et maintenant, avec Florence et les enfants, quoi. Hmm. C'est un tableau de chez nous. Voilà, en automne, là maintenant, saison où les châtaignes tombent. Et c'est beau. Trop chouette. Qu'est-ce qui est le plus banal chez toi? Le plus banal, j'en sais rien, mais il y a un truc banal. Il me vient un truc banal, c'est que j'ai 45 ans et que je commence à avoir de la presbytie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai appris que c'est une banalité absolue, un, et que deux, il n'y a pas grand-chose à y faire. C'est très léger, quoi, les moyens d'action. Là où moi j'ai quand même un peu l'impression qu'on peut influencer très fort notre corps par des moyens bien perchés. Voilà, donc banal, presbytie, le plus banal, j'en sais rien. Hmm. Ok, je te propose un dernier tout petit jeu. Compléter les phrases. Je commence comme si j'étais toi, puis après toi tu termines la phrase. Ça te va? On voit. Selon moi, le monde serait plus beau si... Si plus de gens savaient qu'il est possible de dissoudre une part blessée. Être humain, pour moi, c'est...
Être humain, c'est pour moi profiter de son passage sur Terre comme un prétexte pour aller observer ces histoires de part souveraine, part blessée, et faire de la place à cette part souveraine. J'ai l'impression de tourner en boucle sur mes réponses, mais je crois que c'est ça qu'au milieu. Hein. Oui, potentiellement, en plus, sur la prochaine, tu risques de redire la même chose, mais on sait jamais, je propose. Aujourd'hui, Vas-y. aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement. Ah, tiens donc. Ça veut dire principalement choisir plutôt que subir. J'ai un tout petit peu Ok. élevé. Non, non, tout me va. S'il y a une idée maîtresse, il y a une idée maîtresse, on est très bien. Oui, oui, vraisemblablement, il y en a une. Oui. Ouais, Vas-y. on dirait bien. J'ai une dernière question qui est un petit peu plus longue en temps de réponse si tu en as l'élan. Est-ce que tu t'aimes, Nicolas? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Même si j'ai l'impression qu'il y avait quelques réponses déjà dans notre échange. Ouais, j'ai déjà répondu. Oui, oui, je m'aime à fond. Je me suis pas toujours aimé, mais là, je m'aime à fond. J'aime même cette peur des rats, là. Et puis, je sais que vraisemblablement, elle va pas durer très longtemps, parce qu'il y a un moment où elle va se dissoudre. Je m'aime. Je crois que je m'aime inconditionnellement maintenant. Voilà comment je m'aime, je crois. Hmm. Je crois que c'est vrai. Hein. Merci. Je trouve ça difficile d'en être sûr, hein, mais je crois que c'est vrai. Merci à toi pour ça, pour l'échange qu'on vient de vivre tous les deux. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec toi. Gaëtan nous a écoutés pendant tout le long de cette discussion et va venir un petit moment pour partager ce qu'il en retient, ce qu'il a envie de te proposer comme nouvelle question pour remettre un petit coup de peps avant la fin de l'interview. Ça te va? Ça marche. Merci beaucoup, Mathieu aussi. Merci à toi. Bah merci, avec grand plaisir. Bonjour Nicolas, merci pour votre interview que j'ai pu écouter de l'autre côté de la régie, de l'autre côté du prompteur. Et je reviens vers toi maintenant de façon à discuter un petit peu et à pouvoir interagir avec ce côté subjectif que j'assume et ce côté spontané aussi, le fait de découvrir l'invité alors que Mathieu, lui, a travaillé évidemment ses interviews de son côté. Donc j'ai entendu le terme d'être un homme. Être un homme fait partie des sujets qui m'ont amené à me poser des questions les dernières années par rapport à tous les mouvements, par rapport aux médias, par rapport à tout ce qui peut être dit, par rapport parfois au pugilat qu'on peut avoir sur le fait de dire je suis un homme et j'assume ma puissance ou ma force. C'est aussi des sujets que vous avez abordés ensemble. Comment est-ce qu'on peut, en 2025, dire j'ai envie de me sentir puissant? Parce que si je me sens pas puissant, et évidemment c'est lié aussi à notre histoire, et si je me sens pas puissant, éventuellement je me sens en danger. Parce que peut-être que plus jeune, je me suis senti en danger à ne pas pouvoir exprimer ma puissance. Donc ça crée potentiellement un danger dans la cour d'école par rapport à ceux qui osaient exprimer une certaine puissance, voire une certaine violence. Donc comment en 2025 pouvoir continuer de se sentir en sécurité et se sentir, j'ai entendu tout à l'heure dans votre, oui, en sécurité, vous avez s'occuper de son besoin de sécurité, c'est ce que tu avais dit Nicolas, et aussi de son besoin d'amour. Et je crois que la sécurité et l'amour font bon ménage, ou en tout cas il y a une belle connexion entre les deux. Et à un moment donné, se sentir en sécurité, c'est aussi se sentir en puissance, en capacité de. Je pense d'ailleurs qu'on parlait d'âge en off à un moment donné. Il peut y avoir aussi cette peur parfois de vieillir et de se sentir moins en capacité de, et peut-être moins en capacité aussi de sa sécurité, je ne sais pas. Est-ce que ce genre de sujet a du sens pour toi, le vieillissement et les capacités et parfois cette impression de vulnérabilité chez certains de congénères masculins ou féminins, mais Mais il y avait deux questions. Du coup, première question, comment est-ce qu'on peut être en sécurité en 2025? À mon avis, en assumant en fait que la seule personne capable de me mettre en sécurité, c'est moi. Et il y a donc Jean-Jacques Crèvecoeur et un de mes géants, le titre de ses bouquins, c'est Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent. Euh, Ça me paraît assez sensé, quoi. En tout cas, c'est ce que je me suis employé à faire pendant ces 15 dernières années, grosso modo. Donc, comment est-ce qu'on peut être en sécurité
en prenant soin de sa sécurité. Et donc ça passe par regarder la réalité telle qu'elle est, les parts blessées telles qu'elles sont, en prenant soin d'éviter de vibrer l'insécurité. Et donc voilà, ça se travaille petit à petit, par blessé après par blessé, que ce soit avec des outils de pétrissage comme du coaching, que ce soit avec des outils beaucoup plus radicaux comme de la dissolution. Euh, le... Et puis, si dans ce que tu disais, il y avait une forme de... Enfin, la société, comme si la société nous empêchait d'être des hommes. Bon, bah, euh, il est tout à fait possible, hein. Bah, en tout cas, moi, dans mon parcours, je me fous complètement de ce que la société me dit ou me dit pas de faire. Enfin, j'ai pas toujours fait ça, mais en tout cas, chaque pépite de souveraineté que j'ai regagnée m'a permis de descendre d'un cran. La peur de déranger, la peur de pas être comme tout le monde et compagnie. Ça, c'est ce qui me vient sur la première question. Sur la deuxième question, être un homme et vieillissement, euh, ça me- c'est l'image de notre maçon qui vient, on fait des travaux, la rénovation en ce moment, et c'est l'image de notre maçon qui me vient instantanément, 77 ans. Et je pense que physiquement, il me laisse sur place, quoi. Incroyable. Le gars, sec, hein. C'est pas une baraque, mais non, hallucinant. Euh, je sais pas trop quoi en penser, ça. J'ai un rapport, ça me fait penser au rapport au corps que j'ai en tant qu'homme, indépendamment du rapport à la sexualité, bien sûr. J'ai un rapport au corps qui est pas du tout dans les canons, quoi. Bon, je fais attention à ce que je mange, mais je suis un peu comme Churchill, là, no sport. En tout cas, j'ai l'impression de faire très peu de sport. Euh, je sais pas si ça me retombera sur le museau au moment. Je sais pas si c'est un angle complètement mort chez moi. Euh, voilà ce qui me vient. Être un homme et vieillissement, j'ai rien qui me vient. Enfin, bah, rien de plus que ça. Sur le côté des possibilités, c'était ça. On disait tout à l'heure après tout, pour prendre soin de soi, prenons les choses en main, faisons-le pour nous, Hum. occupons-nous de nous. Et à un moment donné, le corps peut rentrer dans la danse et être limitant. Ça peut arriver en vieillissant. Si je suis encore plus pragmatique, j'ai constaté des voisins près de chez moi, deux voisins qui se rapprochaient de la retraite, et les deux voisins se sont mis à mettre des portails automatiques. Alors que pendant 30 ans, en fait, on pouvait rentrer chez eux, le portail qui n'était pas automatique était grand ouvert. Il y avait un côté, il n'y a pas de problème, en fait. Et tout d'un coup, il y a eu ce besoin de se replier, d'empêcher le fait que l'extérieur puisse rentrer chez eux quand ils se sont approchés de la retraite, et aussi qui m'exprimaient leur fatigue corporelle à ce moment-là. Moi, j'ai fait le lien entre les deux. Je dis pas que j'ai raison, et c'est peut-être une coïncidence pure, parce qu'il y avait des promotions sur les portails à ce moment-là, à 2 ans d'intervalle. Mais je me suis dit, voilà, comment vivre avec un corps qui peut être plus fatigué, qui peut être plus abîmé, et comment ça vibre chez toi, ça, ou comme tu dis, c'est pas dans tes préoccupations, ça, c'est pas un problème. Il y a deux niveaux il y a le sujet d'usure et le sujet des maladies chroniques et maladies dégénératives. Le sujet d'usure me parle assez peu. Le sujet des maladies chroniques et dégénératives me parle beaucoup. Dans notre système de croyance, pour schématiser, nous, on a la croyance que la totalité des maladies, allez, mettons 90% pour que ce soit plus audible, mettons la totalité des maladies sont issues d'émotions stockées et pas fluidifiées. Et que ces maladies sont en fait une réponse assez maligne du corps qui, faute de pouvoir évacuer ce qui est formulé autrement. Ça aussi, c'est une façon de voir, de penser de Jean-Jacques Kafka. Tous les petits déséquilibres que je subis dans ma vie sont stockés dans mon corps sous la forme de poubelles. Mon corps dispose de moyens pour aller sortir les poubelles. Il se trouve que le mode de vie occidental, et ceci incluant le fait d'avoir une vie très conditionnée, blindée de croyances, de peurs blessées, etc., le mode de vie occidental au sens large est un mode de vie qui empêche les poubelles de sortir. Du coup, il y a un moment toujours dans notre système de croyance, où le corps se débrouille pour faire sortir les poubelles d'une manière ou d'une autre. Et ça s'appelle, dans le jargon courant, des maladies. Voilà, et c'est vrai dans des proportions, enfin, jusqu'au cancer, etc.
Ce qui est, on l'a utilisé plusieurs fois le mot vertigineux, mais c'est vertigineux aussi, quoi. C'est vraiment vertigineux ce qu'on a exploré là-dedans. Euh, et, euh, et on sait pas trop quoi en faire. Tellement c'est beau, tellement c'est puissant et tellement c'est complètement orthogonal à tout, tout ce qui est partagé par ailleurs. Voilà, donc ça, très sensible à ça. Au fait que, au fait, le fait d'être en santé, c'est 100%. Je suis 100% créateur de ma santé. Ça, c'est complètement évident pour moi. Ouais. Mais du coup, ça demande d'ouvrir les chakras, aller sur des plans qui sont largement ignorés par la médecine conventionnelle. Donc il y a aussi une confiance derrière de ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous pouvez mettre en place va retarder justement l'éventuelle impuissance corporelle dans votre séjour terrestre. J'ai l'impression. En tout cas, sur l'usure, j'ai pas beaucoup creusé. Sur les déséquilibres, oui. Sur l'usure, Ok. j'en sais rien. Oui, bah, il va falloir le vivre dans l'expérience, dans le corps. Ouais, voilà. Bon, il me reste encore peut-être quelques années. Faut que j'ai commencé à explorer quelques pistes quand même, mais c'est un peu con de dire on verra bien le moment venu parce qu'à mon avis, l'usure se prépare avant, mais j'ai une forme de confiance face à ça Ouais. et je pense que ce que j'ai exploré côté déséquilibre me prémunir en partie des problèmes d'usure. Voilà là où j'en suis. Et quand on parle de maladie, est-ce que justement un des beaux remèdes aux maladies, c'est pas aussi, je dis pas uniquement, hein, mais pas aussi la confiance. La confiance, parfois même les médecins l'utilisent en proposant aux patients d'avoir confiance dans son rétablissement et que l'air de rien, la confiance reste sine qua non à notre équilibre interne. Oui. Oui, donc c'est vibratoire, hein, donc ça contribue. La confiance pèse pas très lourd par rapport aux autres forces en présence Ok. de notre expérience et par à la puissance des parts blessées dans le déséquilibre du corps. Donc c'est mieux que rien du tout la confiance, mais pas tout à fait le même calibre que ce à quoi elle a à D'accord. faire face. C'est intéressant de regarder ça comme ça, oui, en disant il y a à Vibratoirement, même juste traiter, vibratoirement. Ouais. il y a à travailler, comme vous le disiez, hein, les parties de soi qui sont blessées, pour qu'elles se rajoutent à la version parfaite. Cette version parfaite, pour toi, c'était à la naissance, on était parfait en fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas les peurs, c'est vrai que tout était possible, et c'est que les blessures sont venues par Voilà. expérience au fur et à mesure et se rajouter, c'est ça que vous disiez? Enfin, c'est ça que tu disais. Oui, c'était plus, c'est même pas la naissance. À la naissance, c'est déjà blindé de peur, etc. Je pense, ça m'est venu tout à l'heure, j'ai jamais théorisé le truc. Je pense que dans la microseconde de conception, euh, c'est-à-dire entre le moment de la conception et le moment où j'hérite de toutes les casseroles de parts blessées de mes lignées respectives, qui, à mon avis, arrive à la seconde numéro un, mais pas de ma naissance, de ma conception. Là, je pense qu'il y a un interstice pendant lequel, effectivement, c'est pas encore blessé de partout. Mais dans le ventre, c'est déjà blessé de partout. In utero, hein. Et donc, la naissance est, vue de la fenêtre, un traumatisme majeur, hein. Et là où j'en suis de mes recherches, la petite voix prend toute son ampleur au moment de la naissance. Tellement c'est violent. Euh, voilà ce qui est bien. Ok, merci. Pour toi, la petite voix, tu l'as utilisée avec Mathieu plusieurs fois. Moi, je la relie à l'homéostasie parce que vous évoquiez ce côté, la petite voix qui voudrait que ça ne bouge pas, que ça ne change pas. Est-ce que je dis une connerie en reliant ça à mon terme d'homéostasie, donc d'équilibre interne, que le corps va vouloir rechercher? Ou est-ce que c'est encore différent dans ta version de la petite voix? Ah oui, non, pour moi, la petite voix est complètement mentale, complètement déconnectée du corps. Ok, L'homéostasie, pour moi, c'est une intelligence du corps pour rester en équilibre, ouais, y compris face à des équilibres, agressions pour lesquels il a envoyé des signaux et ça n'a pas été pris en compte. Donc ça, je me relie beaucoup à cette notion d'homéostasie, que le corps dispose de moyens extrêmement puissants pour se rééquilibrer face à des déséquilibres. La petite voix l'ignore complètement le corps, selon moi, hein. C'est juste ok. un process complètement mental qui est persuadé que le changement, c'est la mort.
Et Ok. d'ailleurs, c'est enfin, lié à la naissance, quoi, le changement. J'étais open bar dans le ventre de ma mère, il faisait chaud tout le temps, j'étais câliné tout le temps, j'avais jamais faim, jamais soif, tous mes besoins étaient satisfaits en permanence. Et là, on me balance dans un monde où il fait froid, où j'ai besoin de hurler pour avoir à manger, où je suis plus en contact en permanence avec ma mère. C'est juste ce coup du changement, plus jamais vous me ferez ça, quoi. Et schématiquement, tu vois, c'est la manière avec laquelle je vois la programmation de la petite voix. Et donc, à partir de là, tout ce qui ressemble à un changement, c'est veto. Enfin, en tout cas, c'est sabotage, résistance à outrance. Euh, et vraiment purement mental. En s'imaginant tout un tas de trucs, tout un tas de mensonges, de manœuvres, manipulations que la petite voix prend pour des vérités et qui sont juste des subterfuges pour éviter de changer. Et comment peux-tu faire pour la désamorcer? Ou est-ce qu'il faut la rassurer? C'est quoi le trajet? Bah, il y a des différentes approches qui existent. Euh, Ça, c'est plutôt des outils de pétrissage, c'est-à-dire de coaching, entre autres. Dans les étapes, il y a le fait de reconnaître qu'elle accepte, en fait, de reconnaître qu'elle existe, quoi, et lui faire une place, quoi. Et il se trouve que cette petite voix tolère les exceptions. Donc autant la petite voix déteste les changements d'habitude, autant elle laisse passer les exceptions. Et du coup, il existe des outils qui permettent de profiter de cette faille. Et une Ok. petite voix acceptant de laisser passer une exception, en fait, sans limite, y compris jusqu'à ce que cette exception devienne une habitude. Donc il existe, enfin, c'est vraiment un programme très primitif, quoi. Et du coup, qu'il est Elle est assez facile de curieuse? berner. Elle a comme un radar à habitude. Par contre, il est assez facile, quand on a compris comment elle fonctionne, de la contourner. Ok. Ça demande un geste, enfin, un geste délibéré, quoi, de le faire. Et elle a tellement la main en fait sur les commandes en permanence que pour la plupart des gens vivent 99% de leur temps sous l'emprise de leur petite voix en fait. Enfin, ils ne vivent pas leur vie, ils vivent la vie de que leur petite voix leur demande de vivre. Et Ok. pour certains, c'est tout à fait OK, il n'y a aucun jugement là-dessus. Pour d'autres, à qui ça convient pas, oui, là, c'est intéressant d'aller creuser. Parce que dans un premier temps, j'avais relié ça au principe de parentalisation, le moment où finalement on arrive à à intégrer les injonctions de nos parents pour devenir nous-mêmes notre parent en tant que jeune adulte et se raconter dans notre tête ses limites. Mais de ce que tu dis, c'est même au-delà de ça. C'est dès le Non, mais début. c'est beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus tôt que ça. Ok. Euh, voilà, comme si cette petite voix empile les mensonges qu'on a besoin de se raconter pour préserver l'image de nos parents dans l'enfance, si je schématise très très fort, hein. Ok. Et voilà, une partie des mensonges qu'on construit, une partie des mensonges dont on hérite. Très bien. Oui, vous avez Aussi, en parlé gros, aussi de. j'ai pas le droit de toucher. Si j'ai pas le droit de toucher à l'image de mes parents, et du coup, je suis obligé d'inventer à chaque fois que mes parents ont des manquements mineurs ou majeurs, et tous nos parents en ont, hein. À chaque fois que mes parents ont des manquements mineurs ou majeurs, je suis obligé de m'inventer un pipeau, comme quoi, non, 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 ça, c'est pas mes parents qui ont merdé, c'est moi qui ai induit le truc, et c'est en fait moi qui mérite pas tout à fait de mériter l'amour, la sécurité, etc. Et donc, cette petite voix se gave et se construit de ces mensonges-là à très très haute fréquence pendant l'enfance, avec des schémas de renforcement, mais des milliers, des milliers, des milliers de fois. Et une fois que Ce c'est qui est curieux, je périmé, crois que vous. Ouais. rien à faire, quoi. Elle continue à garder le schéma comme si, comme si on avait encore 4 ans, quoi. Et ça me renvoie, mais je crois que vous en avez parlé justement à un moment donné, à ces enfants qui peuvent assez tôt se mettre à parentaliser, enfin à prendre la place du parent pour le parent. Parfois dans des couples séparés, ça peut arriver, et ça contribue à ça du coup. Bah, c'est un bout dont je connais pas trop ce phénomène, mais de ce que j'en comprends, c'est un bout du mécanisme. Mhm. Ok. Et, enfin, je le Mais on relie l'a à plusieurs, tous. donc ça me flèche. Bibliothèque de blessures, ça me flèche différentes blessures. Et oui, oui, ça, dans la bibliothèque, ça vient taper là, là et là dans les blessures. Et voilà les manifestations que ça a, etc. Et elle est grande ta bibliothèque? Ouais, une petite cinquantaine de blessures. Oui. C'est C'est pas une belle 500, c'est bibliothèque. pas 5. Ouais. D'accord, ça marche. Ça prend du temps à identifier, je suppose, tout ça. Mais ta compagne, tu le disais, bah, vous aidez à faire ce travail-là, si j'ai bien compris. Oui, ben, elle a la capacité de, elle en parlera mieux que moi, elle le sait identifier
en radiesthésie instantanément chez une personne qui lui en a donné le mandat, le masque de blessure que cette personne porte. Euh, donc non, ça prend pas de temps, enfin, ça prend quelques secondes, hein. Ok, par ce biais-là, ouais. Ok. Un accélérateur, parce que sinon, imaginons que je travaille une blessure par an, il me faut 50 ans. Waouh, Voilà. c'est plus rapide. Libérer une blessure par des pratiques telles que celles qu'elle utilise, ça prend quelques minutes. Ok. Enfin, c'est des ordres de grandeur de temps qui sont complètement, qui Oui, n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle le monde du pétrissage, c'est-à-dire le monde du coaching, de la psychologie. C'est euh, infiniment plus pérenne et infiniment plus rapide. Et donc, enfin, ça fait bugger en fait les praticiens la plupart du temps du monde de la psychologie ou du pétrissage. Ils disent, putain, mais en fait, c'est théoriquement pas possible en fait. Oui, mais c'est quand même ce qu'on vit, ce qu'on vit. Et c'est amusant comme le genre de confrontation d'aquarium ou de choc d'aquarium que ça peut donner parfois. Et puis il y a évidemment plein de praticiens aussi de ces mondes-là qui sont ravis de voir qu'il y a d'autres outils qui existent et qui sont tout à fait complémentaires de leur pratique et c'est génial. la complémentarité. Vous parliez avec Mathieu du côté fusionnel. Là, je reprends ton mot, hein, fusionnel avec Florence. Et tu avais l'expression, à un moment donné, tu as parlé d'une danse, dans la danse où vous teniez la main. Et je me suis vraiment, c'était une métaphore évidemment à ce moment-là, mais je suis parti vraiment sur le premier degré. Est-ce que la danse, dans votre histoire, dans votre réalité tangible, physique de couple, a un rôle? Bah, elle a eu un rôle fondateur parce qu'on s'est rencontrés en dansant, littéralement. Voilà. Euh, enfin, donc cette métaphore de la danse, elle n'est pas du tout anodine, hein. Flo est une grande danseuse. Je suis un danseur, mais moins entraîné qu'elle. Moi, je pratique une danse. Enfin, je me suis rendu compte assez tard que je pratiquais une espèce de danse intuitive qui me mettait en transe depuis très longtemps, quoi. Ça a été une expression de la singularité assez tôt. Peut-être même la seule expression de la singularité pendant longtemps, pendant des années, sur des musiques particulières, des musiques d'Europe de l'Est, etc., qui me font littéralement partir en transe, quoi. Enfin, je suis incapable de me retenir, je pars comme un fou, quoi. C'est c'est beaucoup plus fort que moi. Voilà, là, ces dernières années, la danse a moins de place. On ne sait pas trop comment lui en redonner une, mais il y a cet élan qui revient de temps en temps. Et on ne sait pas, c'est pas forcément quelque chose qu'on nourrit beaucoup. Et c'est peut-être qu'on l'a remplacé aussi par la danse au quotidien, en fait. En fait, je pense vraiment que notre vie est une danse, quoi. Euh, euh, c'est extrême, enfin, c'est limpide, quoi. C'est évident, c'est comme ça qu'on voit notre vie aujourd'hui, ouais. Une danse perpétuelle l'un avec l'autre et avec tes enfants, je suppose aussi que vous avez emmené dans la ronde. C'est simple, avec ce que la vie nous envoie aussi, enfin, c'est une danse avec les gens qu'on accompagne, euh, le- tout est danse. Enfin, et on a une manière de le dire. Enfin, on parle régulièrement de vibrer plutôt que planifier. C'est un de nos mantras, quoi. Donc, pendant très longtemps, on a planifié. Maintenant, on planifie plus. Et on se concentre plutôt sur ce qu'on vibre, plutôt que donc, sur l'impact de ce qu'on peut avoir vibratoirement, plutôt que ce que notre tête est capable de construire. Et la danse, c'est vraiment un mot de ce monde-là, du vibrer plutôt que planifier. Donc, c'est aller danser avec ce qui se présente, que ce soit surprenant ou pas, que ça semble nous convenir ou pas, que ce soit joyeux ou pas, que ce soit facile ou pas. Et plutôt que de résister, plutôt que de se battre, ou ça, ces mots-là, c'est vrai que ça ne nous parle plus du tout. C'est la danse, cette fluidité, cet aspect, on n'est pas tout seul, etc., qui nous parle énormément. Et donc oui, effectivement, on danse. L'école à la maison qu'on pratique depuis des années, c'est une danse perpétuelle, puisque chaque année, on remet en fait tout en question. En fait, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça nous honore? Est-ce que ça nous honore pas? Est-ce que c'est juste, pas juste? En tout cas, juste pour nous, pas juste pour nous. Vraiment un joyeux bordel, ouais. Qui n'était pas trop possible quand on avait encore une peur forte de perdre le contrôle et qui s'est été rendu de plus en plus possible depuis qu'on a bossé sur ces sujets-là. Ok, super. Alors j'ai entendu parler, puis je vais pas te demander de développer, puisque c'était peut-être une très belle transition justement vers Florence sur les jumeaux perdus. Et quand vous avez juste abordé ce sujet-là avec Mathieu, ça a fait curieux dans mon cerveau. Donc j'ai hâte de rencontrer Ça a ta été compagne très- pour pouvoir en savoir plus. Moi, je vais Euh, laisser le sujet, oui, oui. je vais lui laisser le sujet sur un plateau.
sujet qu'elle a magnifiquement exploré et travaillé. Donc ça, c'est pour elle. Voilà. Gros Ça fait une très belle transition et je l'attends avec plaisir sur des choses que je ne connais pas et je suppose que au vu du rayonnement que tu as, elle doit être tout aussi rayonnante et donc l'interview sera tout aussi agréable à écouter, cheminer, que agréable à regarder, sans aucun doute, avec un beau sourire comme celui que tu arbores et je te remercie pour cette énergie. Je te remercie beaucoup, Nicolas, pour le temps que tu nous as offert. Merci à toi aussi, Gaëtan. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci infiniment, Nicolas, pour ta confiance, pour cet échange profond, varié, mouvementé, sincère, direct. Merci vraiment beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi pour cette danse et pour ces questions qui ont amené ce mouvement varié, direct, mouvement, etc., dont tu as parlé. Hyper content d'avoir été exploré ces sujets-là avec toi, d'avoir exploré ce qui me touchait aussi. Je m'attendais pas du tout à être aussi touché. Hyper beau observé pour moi. Et, bien, ah tiens, oui, c'est ça qui était là. Merci pour ça. Avec grand plaisir. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner bien entendu. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!